bonjour pour ce troisième numéro de notre émission La Grande Audition. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Monsieur Souleymane Soumaré, vous êtes le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Touré. Permettez de préciser qu'en fait je suis le directeur général de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, dont le président est monsieur Mamadou Bokarsi, qui est le directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Voilà, ceci étant dit et bien dit, aujourd'hui nous venons à votre rencontre pour essayer de voir avec vous quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels de banque au Sénégal. Mais disons que les banques sont regroupées au sein de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, qui compte aujourd'hui 28 membres, dont 25 banques et 3 établissements financiers qui œuvrent pour le bien de l'économie sénégalaise d'une manière générale et au profit de l'ensemble des segments de l'activité économique du Sénégal, sans oublier le retail banking, c'est-à-dire les particuliers, vous, les ménages, etc., etc. Évidemment, l'activité bancaire est une activité très spécifique parce que cela tourne autour de la monnaie, de l'argent, du service et des prestations. Et à ce titre, naturellement, comme toutes les autres professions, il ne manque pas un certain nombre de difficultés qui sont là au quotidien, au mois le mois, au trimestre, à l'année. Ma foi, on fait front du mieux que nous pouvons avec l'appui et l'assistance de la tutelle, des autorités, mais également des partenaires, au premier rang desquels nous comptons évidemment la clientèle. Alors, pour répondre plus directement à votre question, évidemment, comme je l'ai dit, l'activité bancaire ne va pas sans difficulté. La première des difficultés étant de conquérir la clientèle, de la fidéliser pour pouvoir la servir du mieux possible. Or, dans le cadre de ces activités avec la clientèle, il peut arriver que certains écueils se présentent à nous qui sont de l'ordre soit des, comment dirais-je, des dispositions réglementaires qui sont là pour encadrer l'activité. Il faut que cela soit clair, mais parfois qui se heurtent à certaines exigences commerciales que les banques ont vis-à-vis de cette clientèle-là. Mais de notre côté aussi, vous savez, l'activité de la banque, c'est quoi? C'est collecter des dépôts de la part de certaines catégories de clients qui ont des économies ou des épargnes à faire et utiliser cet argent-là en la transformant, ce qu'on appelle la transformation monétaire, en faveur de l'autre catégorie qui en a besoin. Alors, lorsqu'on prête de l'argent, il est bon que cet argent puisse être remboursé il est nécessaire que cet argent soit remboursé afin que ceux qui l'ont déposé puissent en disposer à tout moment. Alors, justement, l'une des missions de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest consiste à préserver la sécurité de ces dépôts-là, et c'est pourquoi vous avez toute une batterie de règles qui sont mises en place, dont l'objectif fondamental est de protéger les déposants. Or, si ces crédits qui sont donnés ne sont pas remboursés à bonne date ou ne sont pas du tout remboursés, il est clair que cela pose problème dans l'équilibre, comment dirais-je, de la trésorerie et même de la liquidité du système bancaire. Ces difficultés ressortent essentiellement des impayés qui ressortent des crédits qui ont été octroyés à la clientèle. Évidemment, tous les cas ne se terminent pas, Dieu merci, en impayés, mais pour les cas qui relèvent de cet état de fait, naturellement, c'est très gênant pour le système bancaire, ce qui nous vaut la dégradation du portefeuille du système bancaire, d'une manière générale dans l'UEMOA, mais puisque je parle de l'UEMOA, de ce point de vue-là, si le Sénégal peut se targuer de certaines dispositions pour lesquelles elle occupe une bonne place, pour le cas de la dégradation du portefeuille de la clientèle, malheureusement, le Sénégal n'occupe pas une bonne place, elle occupe même la dernière place. M. Soumaré, quand vous dites que les banques travaillent dans le souci de permettre à l'économie sénégalaise d'accroître, et qu'on voit que la quasi-totalité des banques ici au Sénégal sont des filiales de groupes financiers étrangers, est-ce que cela n'est pas paradoxal en quelque sorte? Pas du tout. Ne prenez pas que le cas du Sénégal, prenez le cas du monde entier. Vous avez des banques françaises qui sont aux États-Unis.
vous avez des banques européennes qui sont en Chine, vous avez des banques malaisiennes qui sont au Canada, etc., etc. Aujourd'hui, il ne faut pas vouloir vivre dans son cocon. Et le monde est devenu un village planétaire. Et vous savez, aujourd'hui, on a mis en place tout un dispositif pour faciliter l'entrée des investissements. C'est vrai. Ceux qui viennent créer des industries, c'est des industriels. C'est des investisseurs, pardon. Ceux qui viennent pour commercer avec le Sénégal, ce sont également des investisseurs. À longueur de journée, nous voyons à travers vos écrans les étrangers qui viennent pour investir. Ils sont reçus au plus haut niveau de l'État. Ce qui veut dire que ce qui est valable à ce niveau-là l'est également dans le domaine financier. Évidemment, des dispositifs sont en place pour permettre à nos investisseurs locaux, et ça je parle de la tutelle et de la BCEAO, qui permettent à nos investisseurs locaux également de pouvoir investir en toute quiétude et en toute connaissance de cause. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, les autorités n'ont pas estimé bon de fermer la porte à des gens qui veulent venir pour investir dans notre pays, parce que investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer de la croissance, créer de l'emploi et développer d'une manière générale nos économies dans tous les segments d'activité pour lesquels c'est intéressé. Dans la composition actuelle des groupes financiers au Sénégal, nous avons Attijari Wafa qui appartient au Maroc. Nous avons tout ce qui touche à la qu'on appelle BNP et consorts, Société Générale. Toutes ces banques ne sont pas sénégalaises. Finalement, qu'est-ce qui reste au Sénégal? Toute cette masse économique. Oui, ces banques sont bien sénégalaises, parce que ce sont des sociétés de droit sénégalais bien enregistrées au niveau du registre de commerce de notre pays, d'une part, et d'autre part, ces banques que vous citez, vous avez des actionnaires sénégalais, que ce soit des personnes morales ou des personnes physiques. Cela étant dit, à l'équivalent de ce que vous venez de dire par rapport à ces investisseurs étrangers, vous savez qu'il y a des banques sénégalaises qui se sont étendues dans la sous-région. Et il y a des banques sénégalaises qui ont également, peut-être pas des filiales, mais des agences au niveau à l'étranger et même au niveau européen. Donc, alors, ce que nous voulons faire à l'étranger, il sera difficile de refuser cela au niveau de notre pays. Non, d'une manière générale, je pense que au-delà du système bancaire, c'est toute l'économie de nos pays qui a besoin des investisseurs. Maintenant, cela se fait dans un cadre qui est régi, réglementé et surveillé, surtout, pour que tout cela puisse se faire dans le cadre, dans un cadre harmonieux, dans un cadre juridique bien délimité et bien défini, mais également dans un cadre réglementaire qui est absolument strict, parce que dans notre domaine, nous parlons bien de la monnaie. Et la monnaie, c'est quelque chose d'assez précieux, certes, mais c'est quelque chose également qui est extrêmement sensible. C'est la raison pour laquelle nous avons une banque centrale qui veille au grain et qui surveille tout ce beau monde-là, afin que tout cela puisse se passer dans les meilleures des conditions possibles, mais toujours dans l'intérêt de notre sous-région, puisque nous parlons de l'UEMOA, de la Banque centrale et de l'UEMOA, et dans l'intérêt également de chacun des pays de l'UEMOA, mais également de nos populations ainsi que de nos économies respectives. Cela étant, toute cette manne financière qui entre dans notre pays, nos économies en ont bien besoin. La preuve, aujourd'hui, les Sénégalais attellés, et c'est l'occasion pour nous de féliciter l'État du Sénégal et le ministre de l'économie et des finances, d'aller lever des sommes importantes à l'étranger. C'est la même façon, quand les étrangers eux-mêmes viennent dans nos pays dire que nous venons investir dans le pays, je crois qu'il n'y a pas de quoi s'offusquer. Ces investissements viennent s'ajouter aux investissements de nos opérateurs locaux, que nous saluons au passage, et nous saluons leur bravoure et leur courage, ainsi que leur engagement en matière d'investissement, parce que nous sommes bien placés, nous, pour savoir que les opérateurs économiques nationaux ont des ressources qu'ils investissent dans l'économie sénégalaise, et via le système bancaire, parfois en apport personnel assez consistant, et également qui sont complétés par des crédits bancaires pour financer soit l'investissement, soit le fonds de roulement de ces entreprises-là. Voilà, Monsieur Soumaré, dans cet entretien, vous avez parlé du bien-être, du confort en quelque sorte de la clientèle. Par contre, souvent, on a tendance à entendre des litiges entre les banques et les clients, les usagers des banques, et souvent ça ne tourne qu'au désavantage du client. Pourquoi les banques ne font jamais d'autocritique au point de pouvoir remédier à ces situations?
Oui, je vous disais tantôt qu'entre le banquier et son client, c'est un partenariat qui va durer, qui est là depuis l'âge des temps et qui va durer, en tout cas, on l'espère, jusqu'à l'infini, parce qu'il n'y a pas de banque sans client. Et de ce point de vue-là, les banques ont pleinement conscience que la clientèle, comme on le dit, le client, il est roi. Maintenant, dans toute relation, même dans un ménage, il arrive parfois qu'il y ait petit soubresaut, et cela arrive également dans le milieu bancaire, comme cela arrive dans tous les autres secteurs d'activité où il y a une relation contractuelle entre individus ou entre sociétés. Maintenant, plus précisément, c'est vrai que le milieu bancaire est un milieu de prestation de services qui est assorti d'un certain nombre de normes, de principes, aussi bien réglementaires que juridiques. Et dans le cadre de l'exécution de ces opérations, il peut y arriver des malentendus. Et ces malentendus peuvent parfois prendre une tournure qui aboutit, Dieu merci, pas souvent, parce que sinon ce serait très difficile à gérer. Mais il y a quelques cas qui aboutissent parfois à des conflits que les banques essaient de gérer du mieux qu'elles peuvent, parce qu'elles ont quand même installé en leur sein des départements d'audit, des départements de contrôle, des départements de contrôle de gestion. Mais au premier chef, ce sont déjà les chargés de clientèle qui eux-mêmes sont là pour gérer la relation clientèle. Et on voit que dans les banques occidentales, par exemple en Europe, il y a des services de contentieux où l'usager qui n'est pas content des services reçus de la part d'agents bancaires pouvait aller se plaindre, envoyer des réclamations au consort. Et pourquoi on ne peut pas mettre ce genre de système au Sénégal? Écoutez, dans nos banques également, vous savez, la banque, on ne va pas recréer la roue. La banque, elle s'est fait au Sénégal, tout comme elle s'est fait en Europe, en Amérique et en Asie. Nous avons également des services de contentieux, mais le contentieux, c'est pour le contentieux, dans sa signification étymologique. Et il vaut mieux régler les problèmes en amont. Donc, et c'est pourquoi je vous parlais des commerciaux, des chargés de clientèle, qui sont là pour le service du client. Et en général, d'ailleurs, on les appelle les avocats du client au sein même de la banque. Non, lorsqu'il y a des conflits, disons que des malentendus, c'est réglé directement en interne au niveau de la banque par les différents services que j'ai cités tantôt. Et cela peut monter jusqu'au directeur général, qui lui-même s'investit régulièrement, au besoin aller rendre visite aux clients, chercher des compromis, chercher des solutions. Pour les cas qui n'arrivent pas à trouver solution directement, bien, ma foi, il y a des recours, il y a des moyens de recours, aussi bien pour le banquier que pour le client. Celui qui s'estime être lésé porte l'affaire devant les juridictions, mais avant les juridictions, il y a des mécanismes de médiation qui ont été mis en place par l'État du Sénégal. Des réformes ont été faites de ce point de vue-là, et je crois qu'il faut se féliciter de cela. Par exemple, aujourd'hui, on a un système de médiation assez éprouvé au niveau de l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui est une structure qui a été mise en place par l'État du Sénégal via le ministère de l'économie et des finances. Disons qu'il y a aussi que le ministère de l'économie, le ministère de la justice, pardon, a mis en place également un cadre qui permet de faciliter la conciliation et la médiation, notamment dans les opérations qui ont trait à du contentieux bancaire, spécifiquement. Il y a également, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut saluer, parce que aussi, ça c'est tout le secteur privé qui s'est félicité de cela, la création récente du tribunal de commerce de Dakar, à l'image de ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire, où je pense que ceux qui ont été en charge de ce projet-là sont allés en benchmark. Et les résultats qui ont été obtenus en Côte d'Ivoire sont assez flatteurs. Et c'est pourquoi nous estimons que là aussi, c'est quelque chose qui peut être efficace pour notre pays, pour notre économie, pour la justice économique, mais également pour gérer au mieux, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, le contentieux bancaire à travers ce tribunal spécifique qui est le tribunal de commerce de Dakar, qui a été mis sur pied et qui a déjà démarré ses activités. L'autre casse-tête des usagers sénégalais est le taux élevé des agios en Afrique. Pourquoi on a ce trop long gap entre les usagers africains et sénégalais notamment et ceux de l'étranger, notamment je parlais de ceux qui ont la chance d'avoir des comptes dans des banques françaises notamment ou anglaises? Alors, taux élevé, cela dépend pour qui, parce que tout le monde ne se plaint pas des taux élevés, parce que vous avez besoin d'argent pour investir. Cet argent-là, il faut l'acquérir, il faut l'acheter. Je vous ai dit tantôt, l'argent est prélevé des dépôts qui ont été constitués pour être transformés en crédit en faveur des clients. Ces déposants-là, pas tous, mais certains parmi eux, surtout ceux qui ont des gros dépôts, il faut les rémunérer.
Alors, donc taux élevé, il faut peut-être nuancer un petit peu, mais même si les taux sont élevés, rien n'empêche, mais absolument rien n'empêche de négocier les taux. Parce qu'il n'y a absolument rien qui fixe une limite au taux à part le taux d'usure. Or, le taux d'usure, il est réglementé par la Banque centrale. Personne, aucune structure, aucun établissement de crédit, aucun établissement financier n'a le droit de dépasser le taux d'usure qui a été fixé. Ce taux, il est à combien? Le taux d'usure est fixé aujourd'hui à 25%. 25%, cela n'est pas... Pardon, à 15% pour le système bancaire, excusez-moi. 15%. Quand on est dans les banques occidentales, par exemple, en France, où on est aux alentours de 6-7%, comment on peut expliquer qu'on soit dans un pays où on peut aider l'économie à se développer, les Sénégalais à avoir un pouvoir d'achat et qu'on leur impose 15%? Écoutez, M. Touré, je crois qu'il faut... Vous avez raison, les taux sont différents entre ceux pratiqués en Europe et ceux pratiqués dans nos pays. La raison, elle est toute simple. Vous parlez d'économies qui ne sont pas de la même dimension. Vous parlez de circulation monétaire qui ne sont pas de la même dimension. Aujourd'hui, je vous ai dit, ce sont les dépôts qui permettent de faire du crédit. Ces dépôts en Europe, vous savez qu'il y a même une répression contre les dépôts au niveau de l'Europe parce qu'aujourd'hui, les taux sont très voisins, inférieurs même des fois à 1% en Europe. Le taux rémunérateur des dépôts. Mais aujourd'hui, dans le système bancaire, vous avez des dépôts qui vont certes de 1%, passant par 3,5% qui est le taux réglementaire du compte d'épargne, et qui peuvent monter facilement jusqu'à 7%, voire même 7,6%. Laissez-moi également vous dire qu'une récente étude de la Banque centrale a montré que le Sénégal dispose, dans l'Union en tout cas, jusqu'à une période récente, je ne sais pas les évolutions récentes, ce que ça avait donné, le Sénégal dispose des meilleurs taux débiteurs de l'espace. Contrairement à la dégradation du portefeuille que j'ai évoqué, où on a la dernière position en termes de dégradation du portefeuille lié aux impayés, mais ici, on a les meilleurs taux. Maintenant, comme je l'ai dit, la comparaison avec l'Europe se fait également sur la base du coût des ressources, mais également du coût du risque du crédit. Du coût du risque de crédit et plus maintenant les charges qui sont liées comment dirais-je, au crédit en lui-même. L'exploitation, la manipulation, la constitution des dossiers, etc. etc., etc. Mais disons qu'un taux n'est jamais figé et il est interdit au système bancaire d'aller au-delà du taux d'usure. Par contre, rien n'empêche le client, je vous l'ai dit tantôt, nous sommes quand même 25 banques au Sénégal, rien n'empêche le client de négocier son taux d'intérêt avec sa banque. La banque sera certainement disposée à revoir ces conditions-là, pour autant qu'elle s'en sorte également, parce que n'oublions pas que nous parlons d'entreprises privées pour lesquelles des investisseurs ont décidé de mettre de l'argent pour avoir un retour d'investissement. C'est bizarre, on ne demandera jamais à un industriel de ne pas chercher à gagner de l'argent. Je verrais mal qu'on demande à un banquier de ne pas gagner de l'argent, pourvu que cela reste dans des limites réglementaires. Or, cette réglementation, elle existe très clairement et très nettement et elle est strictement surveillée par l'Institut d'émission qui est la Banque centrale. Aujourd'hui, votre combat avec le GIM UEMOA est le bannissement intégral des échanges d'espèces. On va aller vers le tout virtuel. Or, le fonctionnement des banques en eux-mêmes constituent des blocages. Je m'explique autrement. L'utilisation aujourd'hui pour obtenir une carte de crédit, une carte de retrait. Aujourd'hui, les cartes, par exemple Visa, les cartes Visa sont facturées à peu près à 75 000 francs l'année, alors que dans les banques occidentales, automatiquement, quand on ouvre un compte bancaire, on a facilement la possibilité d'avoir une carte bancaire à un coût très insignifiant. Pourquoi cette grosse différence? Alors, que les cartes soient vendues à 75 000 francs, personnellement, j'ai 3 cartes bancaires. Je ne vous dirai pas de quelle banque, parce que j'appartiens à l'APB qui a 25 banques, donc je ne dirai pas le nom des banques chez qui j'ai des cartes. Mais aucune banque ne fait 50 000 francs CFA sur les 3 cartes que j'ai. Ça, c'est une première chose. Maintenant, que les banques facturent la carte également, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est normal. C'est un produit qui n'est pas fabriqué par les banques. Rien que la carte blanche, elle a un coût. Rien que la carte blanche, elle a un coût. Son transport a un coût et tout ce qui est lié à transport a un coût. Mais au-delà de cet aspect, il y a également tout ce qui touche à la labellisation, à l'inscription sur les cartes, cela également a un coût. Maintenant, tous les services
il n'y a pas que ça comme coût dans ce que vous citez. Tous les services électroniques qui sont liés au traitement de la carte et au traitement qui sont introduits à la carte sont des éléments qui entrent en ligne de compte dans le coût. Maintenant, ce que les banques ont fait, et cela d'accord parti avec la Banque centrale, c'est de dire qu'il faut favoriser la monétique dans notre pays. L'argent fiduciaire qui circule est gênante pour la clientèle, gênante pour le système bancaire, gênante même pour la Banque centrale qui dépense, je vous le signale, beaucoup d'argent. La Banque centrale dépense beaucoup d'argent pour recycler l'argent ou bien même le remplacer. Ça coûte très cher. Donc la carte, la monnaie plastique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous savez, il y a la monnaie fiduciaire, monnaie scripturale, la monnaie plastique et la monnaie électronique. La monnaie plastique est censée se substituer progressivement à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque. Mais ça aussi, ça a un prix. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce sont des services et des prestations entre l'informaticien, les ordinateurs. Vous savez combien coûte un GAP, un guichet automatique? Le guichet, je ne parle pas du DAB, le DAB est un peu plus abordable, mais le guichet automatique, parce que le Sénégal, c'est plus, on a plus de guichets automatiques qui sont au nombre à peu près de 520 à travers tout le Sénégal. C'est entre 40 millions et 60 millions de francs CFA. C'est un coût. Sans compter le personnel, qui est chargé du traitement de l'argent, remplir, etc. etc. Est-ce qu'il faut faire payer tout ça par l'usager? Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on a pris des mesures qui vont vers la gratuité de certains services. Avant, il y a certains services qui étaient payants, genre avoir comment dirais-je, le relevé, la position de son compte, le mini relevé, etc. Donc tout ça était facturé. Les opérations de retrait également, au niveau de son propre guichet, parfois étaient facturées. Mais tout ça, c'est rendu gratuit dans le cadre de 19 mesures de gratuité. Ça, c'est pour aller avec, comment dirais-je, la Banque centrale qui appuie cette mesure-là pour aller vers un peu plus de souplesse dans la facturation. Donc, comprenez que les banques ont fait un effort de ce point de vue-là, comparé aux gros investissements qui sont faits. Un gap, pour le rentabiliser, il faut au minimum 5 à 6 ans pour rentabiliser un gap. Et ça, pour autant qu'on ait une clientèle retail. Or, les banques n'attendent pas une grosse population de clientèle parce que c'est la concurrence également. Difficile pour une banque aujourd'hui d'ouvrir ses guichets, notamment aux particuliers, et de ne pas avoir un service monétique. Et pourtant, la clientèle particulière n'est pas aussi abondante. Mais il faut ce service-là parce qu'il accompagne le compte bancaire. Je m'éviterai de citer certaines banques dans lesquelles je me suis rendu et qu'il fallait attendre des minutes et des minutes parce que la machine est en train de ramer, elle me dit j'ai allumé la machine, j'attends que la machine se positionne pour faire un virement, pour faire un retrait, etc. L'autre anomalie dans le fonctionnement des banques au Sénégal que moi je ne comprends pas, pourquoi il faut attendre 72 heures ou plus pour obtenir un virement qu'on passe la journée, parfois même dans une même banque? Alors, la première question, c'est concernant l'indisponibilité de certains guichets automatiques de banque. C'est vrai, ça dérange. Il m'est difficile de dire qu'il n'y en a pas. Cela existe. Je vous ai dit, hein, je suis titulaire moi-même de carte bancaire. Il m'arrive parfois de tomber sur des guichets qui ne marchent pas et bon, je continue, je vais au GAB suivant pour pouvoir me servir. Maintenant, cela étant, comprenez aussi hein, que autant vos caméras fonctionnent, la comparaison n'est pas... Hein, autant ça peut arriver que ce sont des machines, que ça ne tourne pas comme il se doit. Les GAB également, c'est pareil. Maintenant, il faut que rapidement, il y ait une solution pour que l'avarie qui a été constatée puisse être résolue. Et parfois, cette avarie n'est pas dépendante systématiquement, je ne dis pas qu'il n'y en a pas pour le système, mais elle n'est pas dépendante que de la banque. Il y a plusieurs cas qui peuvent être à l'origine de cette indisponibilité de la banque. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit l'origine, il appartient à la banque de trouver une solution pour ce cas bien précis. Donc oui, il y a souvent de l'indisponibilité au niveau des guichets automatiques, mais cette indisponibilité-là doit trouver une solution le plus rapidement possible afin de ne pas pénaliser et obliger les clients à aller vers d'autres gaps qui souvent ne sont pas très lointains les uns des autres. Alors, la deuxième question, je pense, c'était lié au virement bancaire. Oui, alors, le chèque. 72 heures. Le chèque qui prend 72 heures, aujourd'hui nous sommes mercredi. Vous allez à votre banque, vous déposez un chèque d'une autre banque. Elle ne peut pas l'encaisser, cette banque-là. Votre banque ne peut pas l'encaisser tout de suite.
Elle peut vous avancer si vous avez des relations de cette nature avec votre client, il peut vous avancer des fonds, mais l'encaissement à proprement parler du chèque, le chèque, il ne part que le lendemain à la compensation. Et même là, la Banque centrale, là aussi, en rapport avec le système bancaire, a créé un système qui a rendu la compensation beaucoup plus efficace, plus sécurisée, plus rapide, avec une plus grande disponibilité. Dès lors que le lendemain, les virements sont, le chèque est envoyé à la compensation pour que la Banque centrale fasse la compensation avec les autres chèques qui viennent des autres banques, notamment celles dont le client a mis le chèque. Donc vous êtes la banque, vous avez la banque A, la banque B reçoit ce chèque et maintenant elle dit le chèque est payé ou le chèque est impayé. Mais pour ça, il faut attendre là également le lendemain, c'est-à-dire le surlendemain du dépôt de votre chèque. Mais ça c'est standard, hein? Ce n'est pas propre au Sénégal, c'est standard. Est-ce que ce n'est pas tous ces couacs-là qui constituent des blocages pour... Non, ça ce n'est pas un blocage, c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, vous avez cité le cas d'une même banque. Lorsque c'est au sein d'une même banque, un chèque que vous remettez de votre banque sur votre banque, payable à votre banque, c'est comme un virement. L'opération, si elle est déposée le matin ou tôt l'après-midi, elle est censée être traitée le même jour. Cela procède de la qualité de service que nous sommes censés donner à notre clientèle. Et lorsque cela ne se fait pas comme ça, quel est le recours qu'a le client? Est-ce que vous le compensez? Est-ce que vous le dédommagez? Est-ce qu'il arrive que la banque au moins présente ses excuses et dise nous sommes désolés, quelqu'un de notre système a failli n'a pas bien fait son travail? Vous avez dit le mot, quelqu'un a failli et nul n'est infaillible. Le système bancaire, il est fait de cela également. Comptez que dans une banque, une journée, il se passe des milliers et des milliers d'opérations, que ce soit sur le chèque, que ce soit sur les effets de commerce, le crédit documentaire, les cautions, les avals, les engagements financiers, etc., etc. Il y a des milliers et des milliers d'opérations. Comprenez qu'il puisse y avoir de temps en temps des anomalies. Lorsqu'une erreur est avérée, que ce soit en banque ou ailleurs, la moindre des choses, c'est de dire, oui, nous nous sommes trompés, nous reconnaissons nous trompés et nous vous rétablissons dans vos droits. Par exemple, pour un chèque qui n'a pas été compensé à bonne date, lorsqu'on le remet en place, on le remet en place sous bonne date de valeur, pour ne pas faire perdre au client le principe des dates de valeur. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait. Maintenant, si le client s'en est rendu compte tardivement, il a écrit, il y a un département. Et d'ailleurs, les banques s'organisent pour que la requête ne soit jamais envoyée à la personne qui a été à l'origine de l'opération en amont. C'est toujours, en général, les banques sont organisées pour que ce soit l'auditeur qui soit en charge de ce... Parce que vous savez, nous n'est infaillible. Les banques également, bon, on connaît des soucis de sécurité, etc. Et c'est la raison pour laquelle on demande à un auditeur de se charger de cette vérification-là pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une erreur et pas d'autre chose. Et une fois l'erreur avérée, on donne au service pour faire la régularisation et un courrier envoyé à la banque. Il y a même des banques qui, dès qu'elles reçoivent la requête, envoie systématiquement une lettre en disant « Nous avons reçu votre requête, nous vous remercions, nous prenons en charge et vous aurez une réponse sous peu. » Parce que lorsque cela relève d'une certaine complexité, cela nécessite un certain nombre de recherches pour pouvoir trouver les éléments corroborants qui peuvent permettre de détecter l'erreur, de la corriger et en même temps mettre en place un mécanisme pour que cela ne se reproduise plus. M. Soumaré, le 31 décembre et 1er janvier dernier, les Sénégalais se sont réveillés. Un beau jour, ils sont présentés au guichet, sans qu'on ne leur donne aucune information, sont retrouvés coupés de tout système bancaire pendant pratiquement 3 jours. Qu'est-ce qui est dû? Qu'est-ce qui est à la base de cela? Écoutez, moi, ça, vous me l'apprenez parce que moi, j'ai eu à faire des opérations le 31 décembre, je m'en rappelle parfaitement parce que j'avais oublié d'acheter le gâteau pour ma famille. Vous êtes une exception alors? Je suis allé... Non, c'est plutôt le cas que vous citez qui est une exception. Parce que, vous savez, d'une manière générale, on fait des exceptions, les règles. La règle, c'est que la banque fonctionne. Sincèrement. On n'est peut-être pas les meilleurs systèmes bancaires au monde, mais on est loin d'être les derniers de la classe. Les banques fonctionnent. Vous dites que le 31 décembre, il y a eu des banques qui ont fermé leurs guichets. Depuis le 30. Depuis le 30. Depuis le 30 décembre, le 31 décembre, en tout cas, le 1er janvier. Je me souviens que la fin du mois, la fin d'année a coïncidé avec un samedi. Il y a des banques qui ouvrent le samedi, il y en a qui n'ouvrent pas le samedi. Il y a des agences qui ouvrent le samedi, il y a des agences qui n'ouvrent pas le samedi. Ça, c'est des précautions qu'il fallait prendre parce qu'aujourd'hui, quand même, quand vous êtes dans une agence, vous savez si elle est ouverte le samedi ou si elle n'est pas ouverte le samedi. C'est des dispositions qu'il faut prendre. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Aucune agence censée ouvrir un samedi ne serait fermée le samedi, sauf lorsqu'il y a des, comment dirais-je, comment on appelle ça, des changements de système informatique. On parlait de bascule, système comptable, informatique. Non, bascule système comptable, ça, à la limite, c'est quelque chose qui se gère. Mais même si c'est le cas, on annonce au préalable.
Ça n'a pas été fait. Bon, moi j'aimerais bien avoir des éléments par rapport à ça. Nous ne sommes pas la police des banques, mais nous sommes quand même là pour gérer l'intérêt des banques. Et l'intérêt des banques, c'est d'attirer leur attention sur les défaillances qui ont été portées à notre connaissance. J'aimerais bien avoir ces cas-là pour pouvoir porter. Mais d'une manière générale, le système bancaire, vous savez, toutes les banques ne peuvent pas avoir... Toutes les agences de toutes les banques ne peuvent pas avoir fermé là où elles étaient censées ouvrir. Parce que d'abord, c'est pas bien de façon éthique, c'est pas bien de façon déontologique, c'est pas bien de façon commerciale, mais au-delà de ça, c'est de façon réglementaire. Vous savez que les horaires d'ouverture et de fermeture des banques et des agences bancaires sont portés à la connaissance de l'Institut d'émission et de la Banque centrale. Et de ce point de vue-là, je vois pas du tout, mais alors pas du tout, une banque fermer ses guichets un jour et donner sans pour autant prévenir sa clientèle. Maintenant, lorsque il y a un événement qui se passe, comme changement de comptabilité, changement de système informatique, ça, on prend le soin d'informer. Et moi, je peux vous garantir que les banques utilisent même leur mailing, parce qu'aujourd'hui, quand même, on est à l'ère de la digitalisation. Ils utilisent le mailing pour envoyer longtemps à l'avance une information à la clientèle. Si tel n'est pas le cas, alors là, j'aimerais avoir des exemples de ça, parce que je n'ai pas eu connaissance de ça. On est en période de digitalisation, comme vous venez de le dire. Pourquoi les banques sénégalaises sont à la traîne par rapport à cette digitalisation que vous appelez? Parce que dans n'importe quelle partie du monde, les gens à partir de leur ordinateur peuvent consulter le solde de leur compte. Par contre, au Sénégal, ce n'est pas possible. Alors là, je vais peut-être prendre le contre-pied de ce que vous dites. Bien au contraire, les banques sont en plein dans la digitalisation. Ouvrez n'importe quel site, je dis même pas... Moi, j'ai un compte à la CBAO, j'ai un compte à la Banque Atlantique. Ben, écoutez, personnellement, j'ai un compte également, il se trouve, vous avez cité le cas de la CBAO, je suis obligé d'en citer. Au moins, j'ai dit que j'avais 3 cartes bancaires, au moins une sera connue. J'ai un compte à la CBAO et je consulte le solde de mon compte. Et je reçois mes extraits de compte ce matin. Seulement, j'ai reçu un avis d'opération sur une opération que j'ai faite lundi. J'ai reçu un avis d'opération. Donc, la digitalisation, elle est bien en marche. Et vous avez les réclames qui sont faites dans les rues. Vous ne voyez pas la publicité que les banques font à propos de leur système de e-banking, etc. Si, la digitalisation est bien une réalité dans nos banques. Peut-être qu'on s'y est peut-être mis un peu tardivement, mais aujourd'hui, la digitalisation est une réalité. Je vous disais tantôt, en ce qui concerne les guichets de banque, une banque ne peut pas ne pas avoir de gap. Mais aujourd'hui, ce serait quand même handicapant pour une banque de ne pas être dans la digitalisation parce que la concurrence, elle est tellement énorme, tellement vive qu'aucune banque ne pourrait se permettre de ne pas aller dans la digitalisation. Et les banques, d'ailleurs, se sont installées dans ça depuis assez longtemps, même si ça a été un peu timide au début, mais aujourd'hui, c'est largement utilisé. Et écoutez, les réclamations, même les dernières banques à avoir reçu leur agrément, je ne parle pas peut-être pas la toute dernière, mais elles ont développé leur système pour que le client puisse accéder à son compte, à l'information sur son compte, et puisse recevoir également l'information de sa banque, parce qu'il y a les deux. Vous pouvez interroger la banque, tout comme vous pouvez recevoir de la banque. Recevoir de la banque, c'est recevoir les avis d'opération, crédit comme débit, c'est de recevoir les extraits de compte, c'est de recevoir les alertes également. Ça c'est une option, monsieur. Pardon? Oui, il y a des cas qui sont en option. Alors maintenant, vous faites bien de dire que c'est des options. Maintenant, la banque a beau vouloir équiper les clients, elle ne peut pas équiper les clients contre son gré. Il faudrait que les clients le veuillent également. Voilà. Donc ça, ma foi, c'est pourquoi toutes ces réclames, toutes ces publicités qui sont faites pour inciter les banques. Et vous savez quoi? Les banques ont beaucoup intérêt à aller vers la digitalisation. D'abord, c'est économique. Et ensuite, c'est un véhicule de transmission ultra rapide. Surtout que, bon, les avis par le courrier, par le service de dépôt à domicile, on a connu des défaillances énormes. À un moment donné, vous allez à la banque, vous avez une pile d'enveloppes qui ne pouvaient pas accéder à leur destinataire. Alors qu'avec le mailing, aujourd'hui, ça va très vite. Avec la digitalisation, ça va très vite. Non, la banque a tout intérêt à aller vers la digitalisation et je pense que c'est ce qu'elle fait. Aujourd'hui aussi, le système bancaire et financier a échoué quelque part à démocratiser l'obtention, l'ouverture de compte, la virtualisation, qu'on appelle la digitalisation comme vous le dites. Par contre, avec l'entrée sur le marché de monnaie virtuelle, je veux parler d'opérateurs comme Wari, je veux parler de Orange Money, là on est dans le réel. Pratiquement tout le monde parvient aujourd'hui à avoir un compte bancaire et à consulter en temps réel.
Qu'est-ce qui explique le succès de ces opérateurs-là par rapport aux banques traditionnelles qui étaient là au Sénégal? Quand vous dites que les banques ont échoué dans la digitalisation, je rectifie. La démocratisation, tout le monde avoir... La démocratisation, vous savez, ce qui est valable au guichet, au siège d'une banque installée sur la place de l'Indépendance, l'est valable également dans mon village qui est Waoundé, au fin fond de la région de Matam, dans le département de Kanel. Les services sont des services standards. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle au niveau du système bancaire le guichet unique. Ce qui est valable ici, au siège, l'est également dans l'agence la plus reculée. Pour autant que tous les mécanismes, tout l'environnement qui doit accompagner ce système-là puisse être également disponible. Ça, je pense que la démocratisation, ça passe déjà par l'étendue du réseau des agences. Et les agences sont présentes partout. Et c'est l'occasion pour nous d'ailleurs de nous féliciter de ce que la Banque centrale a décidé, je peux en parler parce que ça s'est paru dans la presse, a décidé d'ouvrir une agence à Saint-Louis. Et qui va couvrir toute la région nord pour permettre au système bancaire d'avoir un relais au niveau de Saint-Louis, que ce soit en termes de compensation, que ce soit en termes de versement du surplus de liquidité, que ce soit en approvisionnement de liquidité, plutôt que de traîner des sommes importantes par la route et parfois même par l'hélicoptère, ou conserver des sommes importantes sur place avec un système de sécurité qui n'est peut-être pas toujours aussi sécurisant. Donc la démocratie, c'est déjà ça. Les agences qui sont ouvertes à l'intérieur du région, tout comme à Dakar, même si on le reconnaît, Dakar compte beaucoup plus d'agences que l'intérieur du pays. Donc pour ça, je pense que c'est très clair et c'est très net. Les banques sont dans le développement de leur réseau, en même temps qu'elles continuent de développer la digitalisation de leur système pour le profit de leurs clients. Mais franchement, de ce point de vue-là, je tiens vraiment à vous rassurer, à assurer vos téléspectateurs que les banques se sont investies et s'investissent et continuent de s'investir dans la digitalisation parce qu'elles ont elles-mêmes intérêt du point de vue marketing, du point de vue économique, du point de vue intérêt, du point de vue clientèle dans la digitalisation. Maintenant, en ce qui concerne les fintech que vous avez évoqués, écoutez, je vais vous dire une chose. L'argent, la monnaie, elle est régie par la Banque centrale. Et le réseau de distribution de cette monnaie-là s'est fait à travers le système bancaire. On est d'accord sur ça. Et tout ce qui tourne autour de la monnaie, ça, ce n'est pas les banques qui l'ont fait, c'est le dispositif légal, judiciaire, communautaire et réglementaire qui le veut. Parce qu'il vous est difficile d'aller contrôler tous les tailleurs du Sénégal si vous n'êtes pas vous-même une autorité qui a voix légale. Vous vous présentez devant un tailleur, pourquoi est-ce que tu couds ces habits-là? Il vous dira, écoutez, vous êtes qui? Et nous, on ne demande pas. Vous, Banque centrale, vous êtes qui? On sait. C'est qui la Banque centrale? Donc, elle est chargée de réguler tout ce secteur. Maintenant, ces fintech, comme on les appelle, se sont déployés dans le pays et traitent de la monnaie. Je ne parle pas du volet technologique, c'est-à-dire le transit, le véhicule qui permet de faire passer cette monnaie qu'on appelle monnaie virtuelle ou monnaie électronique de tel, acteur vers tel autre acteur. Vous êtes un acteur, je suis un acteur. Je ne parle pas de ce volet. Le volet monétaire ne peut être géré qu'à travers le système bancaire. C'est très clair. Alors, de ce point de vue-là, il n'est pas permis de penser une seule seconde qu'il y a, une espèce de mésentente entre ces fintech et le système bancaire parce qu'il y a une complémentarité. Mais est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui en quelque sorte au déclin des banques quand on voit que des fintech, comme vous les appelez, les professionnels de monnaie électronique, surpassent le nombre d'abonnés surpassent les banques traditionnelles en nombre d'abonnés? Oui, mais les conditions, on ne parle pas des mêmes dimensions. Mais vous savez, M. Touré, la monnaie électronique, c'est quoi? C'est de l'argent virtuel qui est logé dans des instruments, et essentiellement dans des appareils téléphoniques pour retirer de l'argent ou payer au niveau d'un guichet, au niveau d'un restaurant. C'est tout. Mais la banque, c'est pas ça. Ou c'est pas que ça. Vous savez quoi? Un établissement de monnaie électronique, si vous voulez en créer, il vous faut un agrément. Et les conditions sont clairement dictées dans la loi et la réglementation, l'instruction Banque centrale qui régit en la matière. Si vous êtes banque et vous voulez faire un établissement de monnaie électronique au sein de votre banque, vous n'avez pas besoin d'agrément. La Banque centrale considère, dès lors que vous avez reçu l'agrément de banque, qui peut le plus, pour le moins, vous n'avez pas besoin d'un agrément, vous informez la Banque centrale.
Mais vous, moi, la société X, Y, Z qui veut créer une société d'émission de monnaie électronique est obligée de constituer un dossier en bonne et due forme pour être soumis à agrément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai cité les opérations qui sont celles des émetteurs de monnaie électronique, y compris les émetteurs de monnaie électronique qui sont insérés au sein d'une banque. Mais l'activité de la banque, c'est tout ce que fait la monnaie électronique, plus beaucoup d'autres choses. Vous les citez? Oui. Le chèque, les faits de commerce, la lettre d'échange, le crédit documentaire, la caution, le transfert international, les opérations de l'aide de crédit stand-by, le crédit consortium et tout simplement le crédit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la monnaie électronique dans nos pays, il n'y a pas de crédit, tout simplement, juste le crédit. Et vous savez, le crédit, c'est quoi? C'est toute une industrie qui va depuis le besoin du client, en passant par la constitution de son dossier déposé au sein de la banque, l'analyse, l'appréciation, les visites des clientèles, jusqu'au comité, jusqu'à la mise en place du crédit, jusqu'au remboursement à travers le tableau d'amortissement, jusqu'à éventuellement, pour les quelques cas qui arrivent, la gestion des impayés, qui est également toute une autre étape. On ne peut pas comparer la banque avec un établissement de monnaie électronique. Et la Banque centrale l'a tellement bien compris, ainsi que les autorités, qu'on dit, dès lors que vous êtes banque, vous n'avez pas besoin d'agrément pour être monnaie électronique. Mais si vous n'êtes pas banque, vous êtes obligé de constituer un dossier en bonne et due forme pour être agréé, afin qu'on s'assure que vous remplissez les conditions pour réaliser ces quelques opérations qui sont insérées aujourd'hui au sein de nous. Maintenant, aujourd'hui, on est dans ça, demain, ça va évoluer. Mais demain, c'est demain. Mais en attendant, aujourd'hui, la banque, c'est toute cette panoplie de prestations, de services et, comment dirais-je, d'acteurs fondamentaux dans la distribution du crédit au sein de nos pays et donc du développement et de la croissance. Est-ce qu'un opérateur de monnaie virtuelle, de monnaie électronique, n'est pas capable de ruiner l'économie d'un pays en créant plus de monnaie virtuelle qui ne dispose de monnaie réelle? Oui, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons le risque systémique. Évidemment, vous savez, un opérateur de monnaie électronique, tout dépend des volumes qu'il traite. Et bon, ces volumes sont en train de croître au niveau de nos pays. Et le Sénégal ne fait pas exception à cela. La courbe, elle est ascendante. Et donc, on s'en félicite. Encore une fois, parce que, je le dis, je le répète, il y a un partenariat entre les établissements de monnaie électronique et le système bancaire. Et ce partenariat, il est là et pensons qu'il va durer. Maintenant, effectivement, il y a un risque. Il y a un risque lorsque un établissement de monnaie électronique connaît des difficultés jusqu'à venir à la cessation de ses activités, il est clair qu'il y aura peut-être des établissements qui vont lui devoir de l'argent, mais lui aussi, en tant qu'établissement, il va devoir de l'argent à beaucoup d'établissements, mais également à beaucoup de personnes, d'usagers. Et c'est pourquoi la Banque centrale a mis en place une régulation et une réglementation pour que cette monnaie électronique soit protégée. Vous savez quoi? Il ne peut pas et il ne doit pas y avoir plus de valeur. Globalement, quand on prend le Sénégal comme unité, il ne doit pas y avoir plus de valeur de monnaie virtuelle, c'est-à-dire de monnaie électronique, qu'il n'y a en parallèle de monnaie réelle. Je m'explique. Lorsqu'on considère que toute la monnaie virtuelle à l'instant précis est de 1 milliard, il faut qu'il y ait l'équivalent au niveau du système bancaire déposé dans des comptes spécifiquement dédiés à cet effet, 1 milliard au moins. Par contre, si jamais on aboutissait à un système où il y a plus de valeur de monnaie électronique qu'il n'y a en équivalence de monnaie réelle, ça veut dire que quelque part on a créé de la monnaie qui ne repose pas sur une valeur réelle. Et ça, c'est complètement prohibé, interdit, et la Banque centrale prend des mesures pour que à tout moment elle soit en mesure de savoir qu'il y a en équivalence de la monnaie virtuelle une monnaie réelle à suffisance, au moins à hauteur de la monnaie virtuelle. Avant qu'une enquête ou je sais pas une alerte ne soit donnée pour pousser à des enquêteurs de la Banque centrale de descendre dans ces établissements, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour un malfaiteur qui a envie de s'enrichir? Parce que lorsqu'il fabrique de la monnaie virtuelle, il reçoit en contrepartie de l'argent liquide des usagers et clients qui arrivent. Est-ce qu'il n'a pas suffisamment de temps de faire son forfait et de partir? Mais ça, vous faites appel au système, et vous avez raison de poser ce problème-là, un système sécuritaire, parce qu'il appartient aux émetteurs de monnaie électronique, au système bancaire et à tout le monde de mettre en place des mécanismes qui sont prévus d'ailleurs dans la réglementation pour, comment dirais-je, apporter le maximum de sécurité. Vous savez, nul n'est infaillible. La sécurité, bon,
je ne sais pas, chez le commerçant, chez l'industriel, chez le pêcheur, tout comme au niveau de la banque, où, faut le dire, bon, l'argent, c'est là que c'est gardé, on s'attend plus à des détournements à ce niveau-là, mais ça, c'est dans tous les corps de métier que ces mécanismes de sécurité s'imposent, parce que on peut mettre en place un système de sécurité en amont, un système d'autosécurité, tout comme un système de contrôle et de vérification a posteriori. Mais il vaut mieux anticiper. Il vaut mieux prévenir que de vouloir guérir. Donc, c'est un système de sécurité qu'il faut mettre en place. Mais ça c'est à la fois technique et administratif. Technique parce qu'il y a des outils qui permettent de créer des alertes à partir de certains seuils, à partir de certaines évolutions qui ne sont pas dans l'ordre normal des choses. Tout comme administrativement, on met en place une organisation et des procédures couplées à la réglementation et aux lois qui sont en place pour essayer d'éviter au maximum. Mais vous savez, pendant que vous êtes en train de bien faire, d'autres sont en train de vouloir mal faire. Ben, les malfaiteurs, il faut anticiper par rapport à leurs ambitions de casser des systèmes qui pourraient aboutir à des conséquences extrêmement dommageables. Mais en tout cas, ce point de vue-là, c'est un système de prévention et de précaution qui est pris aussi bien sur le plan technique que sur le plan administratif. L'affaire Jérôme Kerviel en France avec la Société Générale avait permis au monde financier et bancaire d'essayer de corriger des tares au niveau de la France, notamment en Occident. Mais est-ce que pratiquement l'entrée aujourd'hui des opérateurs de l'économie virtuelle, en quelque sorte, tend vers le même système? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait... le Sénégal, par exemple, le système financier et bancaire sénégalais est suffisamment outillé pour se relever de ce genre de scandale si jamais ça arrivait au Sénégal? Vous savez, je vais vous dire, hein, notre finance, notre monnaie, notre économie est basée sur une économie réelle. L'argent qui circule correspond exactement à des activités sociales, économiques et marchandes. Jérôme Kerviel, ce que vous citez dans son cas précis, ce sont des activités financières, de l'industrie financière qui repose notamment sur des dérivés. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est très sophistiqué. Et aujourd'hui, une réglementation existe dans la zone UEMOA qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait repose vraiment sur de l'économie réelle. Maintenant, qu'à cela ne tienne, nous avons quand même des opérations financières que nous montons. Nous sommes aujourd'hui dans la banque virtuelle, dans la monnaie virtuelle, dans la monnaie électronique, dans la monnaie plastique, avec les guichets, avec même les paiements avec votre carte bancaire sur Internet. Tout ça relève, disons, de systèmes de sécurité à mettre en place. Parce qu'encore une fois, les malfaiteurs seront toujours des malfaiteurs qui auront tendance toujours à aller faire des prouesses. Il appartient aux bienfaiteurs, les bons, de faire en sorte que leur prouesse à eux soit en anticipation par rapport aux prouesses des malfaiteurs. En tout cas, la réglementation, en ce qui nous concerne, est en place pour essayer de canaliser et de cantonner un certain nombre de principes. Maintenant, au niveau opérationnel, il appartient aux institutions de mettre en place des procédures et des process en mesure de prévenir un certain nombre de choses. Évidemment, le cas de Jérôme Kerviel que vous citez, c'est un système également que moi j'ai eu à connaître où on a mis ce qu'on appelle un stop loss. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pourrais pas vous expliquer, mais le stop loss, c'est vous pouvez faire des transactions autant que vous voulez, mais arriver à un certain niveau qui engage des risques potentiels, la machine se bloque et dit stop. Je ne peux pas entrer dans les détails pour voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs au niveau des opérations de Jérôme Kerviel. Mais en ce qui nous concerne, la réglementation, la loi, le dispositif sécuritaire en interne au niveau du système bancaire et les alertes sont tels que aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de possibilité de faire des coups bas, mais l'alerte est donnée soit en amont, soit pendant, soit malheureusement après, et je suis d'accord avec vous, quand c'est donné après, c'est peut-être un peu trop tard, mais même dans ce cas, il arrive de rattraper les coups, mais il vaut mieux le rattraper avant qu'après. La toute dernière question, c'est une question qui me concerne aussi, les petits opérateurs, ceux qui viennent créer des entreprises, des emplois, ont la difficulté d'obtenir des prêts bancaires au Sénégal. On a l'impression d'ailleurs qu'il faut confier son argent aux banques, mais les banques ne donnent pas, ne financent pas, n'accompagnent pas les projets. Pourquoi cette anomalie en quelque sorte? Parce qu'on sait qu'ailleurs, dès la création de l'entreprise,
les banques se bousculent en quelque sorte pour accompagner les jeunes entreprises? Ben écoutez, je ne sais pas si les banques se bousculent. Quand elles se bousculent, c'est parce qu'il y a un dispositif qui leur permet de se bousculer. Lorsque aujourd'hui vous avez, comment dirais-je, des entreprises ou un segment d'activité qui est propice, évidemment, vous verrez, moi, en tant que commercial dans une banque, il m'est arrivé d'aller en rendez-vous plusieurs fois. Et en entrant, je croise d'autres banquiers qui sortent. Et en sortant, je croise également d'autres banquiers qui venaient pour le même client. Donc, ça veut dire que ces clients-là, il n'y a pas à dire. Et c'était bien une PME qui était dans le domaine de l'enseignement. C'était une école privée. Pour vous dire, le banquier s'intéresse à, comment dirais-je, à tout dossier, à toute structure qu'il peut accompagner, mais en s'assurant tant bien que mal de la bonne fin de l'opération. Et malheureusement, cette bonne fin, même quand en amont on a eu certaines assurances, il arrive parfois que la bonne fin ne soit pas consommée parce que tout simplement il y a un impayé pour X raisons. Il y a des raisons qui sont objectives, mais il y en a d'autres malheureusement qui sont, j'allais dire, un peu volontaires pour aller vers l'impayé. Et aujourd'hui, les créances en souffrance au niveau du système bancaire jusqu'à une date récente étaient très voisines de 300 milliards de francs CFA. Vous imaginez 300 milliards de francs CFA qui sont immobilisés quelque part. Si on arrivait à recouvrer ça, ça permet de les injecter à nouveau en termes de liquidité pour pouvoir les mettre à la disposition de la clientèle. Maintenant, vous avez cité un segment qui est un segment assez particulier, c'est le segment de la jeune entreprise qui vient de se créer. Et même des fois, disons-nous les choses telles qu'elles sont, elle s'est même créée et elle existe depuis 2 ans, 3 ans. Mais la difficulté que les systèmes bancaires ont, c'est que c'est la sécurité et comment dire, le confort qu'il peut avoir pour la bonne fin de l'opération. Or, vous savez, je ne vous apprends rien quand je vous dis que le Sénégal est constitué, l'entreprise sénégalaise est constituée à près de 90% de PME, et que parmi ces 90%, les 97%, on parle même de 99% sont dans l'informel. Pourtant, les banques financent l'informel, parce qu'il y a informel et informel. Mais quand c'est l'informel, ça veut dire que ce n'est pas structuré, ça veut dire que ce n'est pas, comment dirais-je, formalisé, ça veut dire que ça n'a pas de comptabilité, ça veut dire que ça a une gestion qui ne répond pas aux critères légaux de gestion d'une entreprise. Il y a des critères, il y a une loi d'orientation qui définit un certain nombre de choses. Et lorsque tout cela n'est pas respecté, certaines banques trouvent quand même le moyen de financer ces entreprises. Dans les 300 milliards que j'ai cités tout à l'heure en termes de, comment dirais-je, de créances en souffrance, beaucoup ressortent du domaine de la PME. Maintenant, il ne s'agit pas de constater que bon, la PME, elle n'est pas toujours, Dieu merci, il y a des PME qui tiennent bien la route et qui sont formalisées, mais la majeure partie d'entre elles ne le sont pas, contrairement à la grande entreprise, contrairement même au particulier, parce que le particulier, lui, au moins il a un statut de particulier, il peut avoir un statut de salarié, ça également c'est clair, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le problème que vous évoquez, c'est celui des PME. Pour autant, on essaie quand même de trouver des solutions. Alors, aujourd'hui, je peux vous citer un certain nombre de cas, c'est les partenariats qui existent entre, comment dirais-je, les agences d'accompagnement et d'appui que l'État a mis en place, avec l'appui, là aussi, d'un certain nombre de bailleurs de fonds. Je vais citer 2 parmi eux, c'est le bureau de mise à niveau, par exemple, c'est également l'ADPME, qui, en collaboration, en partenariat avec le système bancaire, arrive à trouver des créneaux pour dire oh, oui, cette entreprise elle est labellisée par l'ADPME avec un rating qui permet aux banquiers d'avoir une visibilité là où elle ne l'avait pas, elle a une visibilité. Le bureau de mise à niveau qui fait un excellent travail en matière d'approche, de diagnostic et d'analyse financière qui permet aux banquiers là aussi de disposer des primes qui sont distribuées par ce bureau-là et de dire ok, l'étude préalable qui a été faite par le bureau de mise à niveau me permet déjà d'avoir une bonne visibilité. Attention, c'est pas parce que ça s'est fait que le banquier va systématiquement signer en disant je veux crédit. Mais en tout cas, une bonne partie du travail a été fait et un certain nombre de contraintes liées à la distribution des crédits ont été levées. Je vais vous citer également un autre exemple, c'est la Banque centrale elle-même qui s'est également essayé à trouver des solutions pour faciliter le financement de la PME.
elle a mis en place ce qu'on appelle un dispositif de facilitation de crédit à la PME. Et ce dispositif permet à la banque, sans avoir à exiger de garantie, de dire « Ah oui, l'entreprise X est accompagnée par une structure d'accompagnement qui est agréée et qui répond à des critères très clairs et très définis en matière d'accompagnement d'amont en aval de la démarche. » Et de ce point de vue-là, moi, banquier, j'ai aujourd'hui une certaine visibilité et je peux même bénéficier du refinancement. Si je donne le crédit, je peux bénéficier du refinancement de la Banque centrale sous certaines conditions. Donc voilà, des mesures qui sont des mesures d'accompagnement. Et je pense qu'on a également au niveau administratif allégé la création d'entreprises pour permettre à certaines d'entreprises d'être créées plus facilement, mais tout en se structurant, tout en se, comment dirais-je, j'ai failli dire normalisant, tout en se formalisant, afin que le banquier puisse avoir d'abord un dossier bancable, c'est-à-dire un dossier en bonne et due forme, parce que là aussi, ça pêche beaucoup. Lorsque vous octroyez un crédit pour acheter de la matière première à un industriel qui finalement va faire autre chose avec ce qu'on appelle un détournement d'objets, le banquier, il est persuadé et demain, il va se poser des questions pour renouveler ce même type d'opération. Donc, les banques font des efforts à l'endroit de la petite et moyenne entreprise. Maintenant, il faut que nous tous, entreprises, notamment la PME, système bancaire, système des SFD. Et ça, je dois le dire également, qu'ils font un travail remarquable, nos amis des SFD, des systèmes financiers décentralisés, tout comme les organes d'appui de l'État, tout comme les bailleurs de fonds, qu'on continue ensemble pour pouvoir arriver, à formaliser, structurer, les banques ne le sont pas, et à les labelliser comme la DPME est en train de le faire. 2, avoir des dossiers qui soient bancables, c'est-à-dire des dossiers qui présentent bien, parce que là aussi, il y a beaucoup de problèmes. On dit souvent, oui, bon, le banquier met beaucoup de temps à prendre une décision. Quand c'est comme ça, c'est parce que le dossier qui a été présenté ne répond pas tout à fait aux critères de présentation d'une demande de crédit. Et de ce point de vue-là, ce qu'on fait, c'est de retourner le dossier au client ou de lui demander des compléments d'information, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais sachez qu'un bon dossier a des chances d'aller plus vite qu'un dossier qui n'est pas bien présenté. Au-delà de ça, maintenant, il y a en interne maintenant un travail qui est fait parce qu'un banquier également, il répond de ses actes et de ses comment dirais-je, de ses décisions, aussi bien en son conseil d'administration, aux auditeurs, mais également aux régulateurs, c'est-à-dire la Banque centrale et parfois même l'État. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble. Mais en tout cas, pour le dernier mot par rapport à cette question, la banque ne peut pas vivre sans sa clientèle. Et dans cette clientèle, il y a la clientèle des PME qui compte pour beaucoup. On nous dit 90% du tissu économique des entreprises du Sénégal. Et de ce point de vue-là, il est difficile au système bancaire de négliger ce segment de l'économie du Sénégal qui est porteur de création d'emplois. Et ça, c'est reconnu également. Donc, nous sommes là pour accompagner l'entreprise, nous sommes là pour accompagner la PME, qu'on nous aide à accompagner la PME et ma foi, tout ira pour le mieux parce que les crédits qui auront été octroyés se donneront le plus normalement du monde. Ne dit-on pas qu'en Wolof chez nous, à Tébor Faye. Merci, M. Soumaré. Je vous remercie, M. Touré.